Madame, monsieur, bonsoir. C'est l'heure de votre rendez-vous quotidien avec l'actualité sur ATV. Au sommaire ce soir. 4 mois pour redresser la barre. Jean-Luc Izard a été nommé pour remettre la CGSS en ordre de marche. Pour cause, de nombreux dysfonctionnements ont été constatés au sein de l'institution. Son conseil d'administration était complètement paralysé. Dans ce journal aussi, nous reviendrons sur le récit accablant des victimes présumées de Frédéric Roselmack. Au 2e jour du procès en appel de l'ex-professeur d'espagnol au collège de Gaudissart, ses anciennes élèves se sont succédés à la barre. Le compte-rendu d'audience dans un instant. Et puis, nous irons au collège du Vauclin où professeurs et parents d'élèves contestent les suppressions de classes au sein de l'établissement. Ils dénoncent des conditions d'apprentissage dégradées pour les adolescents alors que le collège est classé en REP+. La Caisse générale de sécurité sociale de Martinique est donc officiellement placée sous administration provisoire depuis hier. Une décision ministérielle motivée par la suspension du conseil d'administration en raison de dysfonctionnements constatés et d'une situation dégradée depuis plusieurs mois. Jean-Luc Izard est nommé afin de remettre de l'ordre au sein de l'organisme. Les explications de Louis Sabas. En 2023 déjà, la Cour des comptes pointait du doigt des dysfonctionnements au sein de la gouvernance de la CGSS et proposait une administration provisoire de la Caisse de Martinique début 2024. Une situation que la MNC, la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale de Martinique, espérait voir s'améliorer, en vain. Défiance envers la présidence du CA, dérèglement de son fonctionnement, la situation s'est dégradée depuis plusieurs mois. Les décisions qui étaient prises n'étaient pas juridiquement valables, c'est-à-dire que vous pouviez avoir une rupture de confidentialité dans le conseil d'administration, vous pouviez avoir une problématique, comme je vous le citais tout à l'heure, de problème de parité dans une commission, c'est-à-dire que l'équilibre employeur et salarié n'était pas respecté dans une commission. Donc nous avons alerté la ministre sur cette situation et en fonction des éléments que nous avons pu lui produire au titre du contrôle de légalité, elle a pris cette décision de suspension du conseil d'administration et la nomination de M. Jean-Luc Izard. L'administrateur provisoire est donc nommé. Jean-Luc Izard, fonctionnaire d'État, assurera l'ensemble des missions du conseil d'administration de la CGSS Martinique. Cela jusqu'en février 2026, date de l'élection du nouveau directoire. Ce que la ministre a souhaité dans le cadre de cette mesure-là, c'est que réellement, on arrive dans une situation d'apaisement. L'idée, c'est l'apaisement et une perspective d'avenir pour la mise en place d'un nouveau conseil d'administration stabilisé dans une dynamique de construction et de coordination, je vais dire, avec les caisses nationales. Nous allons aussi avoir dans cette période la nomination d'un nouveau directeur général qui devrait arriver en début d'année 2026. Donc clairement, il nous faut apaiser la situation, ce qui n'était pas le cas encore il y a peu de temps. Assurance maladie, retraite ou CAF, en Martinique et selon la Cour des comptes, ce sont 2 milliards d'euros en prestations qui sont versés par la CGSS chaque année, contre 800 millions prélevés par l'URSSAF. Mais que les allocataires se rassurent, le changement de gouvernance de la CGSS de Martinique ne devrait pas avoir de répercussions sur l'instruction et le suivi de leur dossier. À la une aussi de l'actualité, le procès de Gladys Roger, Mario Briand et Florence Saint-Pierre n'a pas pu se tenir ce matin en raison de l'absence pour maladie d'une prévenue. Pour rappel, les 3 militants devaient comparaître dans l'affaire dite de l'intrusion à la résidence préfectorale en novembre 2024. L'affaire, très médiatisée à l'époque, avait suscité de vives réactions autour des questions de désobéissance civile et de sécurité des bâtiments officiels. L'audience a été renvoyée au mois de mai prochain. Les précisions recueillies par Ryan Anias. Nous demandions également le renvoi pour permettre au procureur de la République de ne plus dissimuler comme il l'a fait jusqu'ici des procès-verbaux d'une enquête concernant le policier, M. Martin, celui qui a frappé les femmes tel qu'on le voit sur les vidéos qui tournent sur les réseaux. Je peux comprendre que pendant tout ce temps, ça ait pu gêner le ministère public. Aujourd'hui que M. Retailleau n'est plus ministre, peut-être que le parquet peut enfin être loyal et nous communiquer les éléments qui sont en sa possession pour qu'on ait enfin l'accès à la vérité, puisque les militants filment,
Donc on a la vérité de ce qu'il filme. Par contre, lorsque ce policier et les autres mentent, c'est grâce à ces procès-verbaux-là, couplés, croisés avec les vidéos qu'on a pu voir qu'ils mentaient. Justice toujours avec la deuxième journée du procès en appel de Frédéric Roselmach devant la cour d'assises de Martinique. Cet ancien enseignant est accusé de viol, d'agression et de harcèlement sexuel sur plusieurs de ses élèves. Des faits qui remonteraient à 2015. Ce matin, les victimes présumées ont livré des témoignages bouleversants. Compte rendu d'audience de Ryan Anias. Elles étaient adolescentes, il était leur professeur. 10 ans plus tard, elles affrontent à nouveau leur ancien enseignant, accusé de viol et d'agression sexuelle. Ce matin, c'est au tour de 2 témoins d'être interrogés par les juges, dont un major de police qui avait enquêté sur le dossier. Il indique que l'accusé, M. Roselmach, réfléchissait beaucoup à chaque question au commissariat et que les victimes, en pleurs, n'ont pas du tout donné l'impression d'un quelconque complot, comme l'expliquait l'ancien professeur auparavant. Vient ensuite le tour d'une ancienne surveillante du collège de Gaudissart qui avait recueilli les premières paroles des élèves concernés. L'une d'elles s'est déplacée aujourd'hui. Elle raconte, en sanglots, que son ancien enseignant lui avait promis de meilleures notes si elle acceptait de coucher avec lui. C'était très compliqué. Je savais qu'elle appréhendait cette audition puisque ça fait plusieurs fois qu'elle doit revenir sur des faits qu'elle essaye désespérément d'oublier. Donc c'était un moment très, très compliqué, mais elle s'est adressée aussi à M. Roselmach en lui disant d'assumer ses actes et de reconnaître une fois pour toutes en tant qu'adulte, d'assumer ses responsabilités. Assumer ses responsabilités et enfin soulager les victimes, comme l'une d'elles le mentionnait ce matin. Une épreuve compliquée pour les 2 jeunes femmes qui décrivent les faits aujourd'hui, l'une en visio et l'autre à la barre. Il a fallu la rassurer, lui dire que il fallait une nouvelle fois qu'elle puisse s'exprimer devant cette nouvelle cour d'assises qui ne connaît pas le dossier et qui doit donc l'entendre pour s'assurer qu'elle dit bien la vérité. Vu que ce qu'il nous a déjà donné à entendre, on sait qu'il contestera une fois de plus les faits. On essaiera de lui poser des questions pour qu'il nous explique pourquoi 10 ans après, 3 victimes continuent à dire les mêmes choses, c'est-à-dire qu'il a violé, agressé et harcelé ses élèves. Frédéric Roselmach passe également à la barre cet après-midi. Il indique au juge ainsi qu'au juré qu'il a entendu beaucoup de choses difficiles. Il explique ensuite qu'il est dans l'incompréhension et qu'il essaie de comprendre depuis 10 ans. Le juge lui demandera enfin s'il restera dans sa même ligne de conduite, c'est-à-dire clamer son innocence. Il répondra oui. Le procès reprendra demain avec la deuxième partie de l'audition de Frédéric Roselmach. La délibération est prévue pour mercredi après-midi. La justice martiniquaise qui compte dans ses infrastructures la cour d'appel de Fort-de-France. L'édifice, inauguré en 2015 par l'ancienne garde des Sceaux Christiane Taubira, célèbre ses 10 ans. Une journée d'hommage était organisée aujourd'hui, l'occasion de solliciter la mémoire de ceux qui ont marqué son histoire. Les réactions face à la caméra de Dorian Cayuela. Alors aujourd'hui, il y a une conférence qui a été organisée à la cour d'appel pour célébrer l'anniversaire des 10 ans de l'inauguration de la nouvelle cour d'appel. Cette magnifique cour d'appel au centre de Fort-de-France, qui est inaugurée en 2015 par Christiane Taubira. Et donc c'est une conférence dont le thème principal est le citoyen et sa justice. La cour d'appel a subi bien sûr le vieillissement dû à l'âge, aux intempéries. Nous en prenons grand soin. C'est un bâtiment absolument magnifique, ouvert sur la cité. Vous voyez, ici il n'y a que du verre. Et il n'y a pas eu c'est un fonctionnement normal, c'est-à-dire que la cour d'appel régulièrement, moi je suis arrivé en 2016, eh bien elle fonctionne comme toute juridiction, tous les jours, elle est ouverte, tous les jours ouvrables, et nous avons des procès, des audiences, des procès pénaux, des procès civils, et voilà, il n'y a pas d'événement majeur durant ces 10 dernières années. Écoutez, nous sommes très honorés, nous sommes très honorés de la présence effectivement de deux de nos parlementaires, Madame la sénatrice Catherine Conconne et Madame la députée Béatrice Bellet. Le préfet de la Martinique est également présent, ainsi que beaucoup d'autres autorités constituées, ce qui témoigne de l'intérêt de ces personnes pour ce qui se passe aujourd'hui dans cette salle, qui concerne tous les Martiniquais, qui concerne tous les citoyens qui vivent en Martinique. Et leur présence atteste justement de l'importance de la justice dans ce territoire. Encore une fois, une justice du quotidien au service des citoyens. Une justice qu'on veut de qualité, parce que la justice est un service public, et donc on veut une justice qui soit à la fois de qualité, qui soit également le plus accessible possible pour les citoyens.
La nouvelle ministre des Outre-mer se nomme Naïma Moutchou. L'ancienne vice-présidente de l'Assemblée nationale a été choisie par Sébastien Lecornu pour succéder à Manuel Valls. Députée du Val d'Oise depuis 2017, elle est membre du parti Horizon, fondé par Édouard Philippe. Naïma Moutchou devrait donc participer activement aux décisions pour le futur de nos territoires. Et justement, l'avenir de la Martinique, il en est question au sein de l'ACOU Citoyen, un espace d'expression démocratique créé par le CESEM. Je vous propose de nous pencher sur la restitution de cette mobilisation citoyenne par le Conseil économique avec son président. Éric Bellemare, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, l'ACOU Citoyen, un espace d'expression démocratique. Plusieurs rendez-vous ont été organisés au mois de septembre pour recueillir finalement les propositions des Martiniquais, poser aussi certaines questions. Quel était l'objectif de l'ACOU Citoyen? Alors déjà, l'ACOU Citoyen voulait témoigner du syncrétisme culturel de notre société. C'est l'ACOU, avec toute sa dimension culturelle, même ésotérique, et puis le citoyen. Donc on a collé les deux pour bien montrer qu'on était une société multiculturelle. L'objectif, c'était de recueillir au moment où on parlait d'évolution, où on parle d'évolution institutionnelle, le ressenti de la population, des citoyens. Et la question était posée, si la Martinique disposait de plus de leviers de décision, alors ensuite on déclinait quels seraient les domaines prioritaires, qu'est-ce qui serait prioritaire, et on écoutait les citoyens. Nous avons fait en 20 jours 4 débats à Saint-Pierre, 4 débats citoyens à Saint-Pierre, au Lamentin, à Saint-Luce et à Trinité. Au cours de ces 20 jours, nous avons eu 386 5 000 vues sur les réseaux. Nous avons eu 6 000 actions sur les sites du CESEM. Nous avons eu 50 panneaux routiers qui annonçaient l'événement et puis 53 passages radio. Donc, vous voyez qu'il y a eu une mobilisation. Alors, c'est bien, on a fait une mobilisation, c'est bien, mais... Qu'en sort-il? Qu'en sort-il? Voilà. Ah ben, de ces mobilisations tant physiques dans nos débats que sur nos plateformes citoyennes, il en est sorti un certain nombre de 410 propositions, avec des domaines prioritaires qui sont, pour en citer quelques-uns, les domaines prioritaires, ce sont l'agriculture, l'alimentation, l'éducation et la formation, et puis les transports et la mobilité. Donc, ouais, l'objectif ce sont les préoccupations a priori principales des Martiniquais. Ouais. Mais aussi, ils avaient quelque chose qu'ils ont formulé beaucoup, c'était de dire, bon, oui, mais pas d'évolution institutionnelle s'il n'y a pas une évolution et une évaluation de l'existant. Donc, une évaluation de l'existant, plus de transparence et une participation accrue citoyenne. Donc, nous avons, comme ça relève de nos compétences, nous avons simplement collecté la parole citoyenne à l'occasion en disant qu'est-ce que vous... Une parole qui résonne tout particulièrement au moment où on a organisé d'ailleurs le congrès des élus la semaine dernière. D'ailleurs, je crois que cette l'ACOU Citoyen était organisée en amont volontairement et qu'il y aura un travail maintenant que le congrès des élus est parti. Je vois que vous êtes bien informé parce que l'ACOU Citoyen, ce n'était pas simplement avant le congrès, simplement... L'ACOU Citoyen, c'était avant le congrès, mais aussi pendant l'année qui va suivre le congrès, nous allons continuer l'ACOU Citoyen, non seulement avec les citoyens, mais avec les organisations socio-professionnelles, avec les chambres consulaires, avec les organisations patronales. Et on va... Très concrètement, ça signifie porter toutes ces propositions Tout à fait. Aux différents organismes que vous avez cités? Alors, ils sont au courant, mais simplement recueillir aussi, en disant, bon, voilà ce qui a été dit, voilà les résolutions. Alors, quelles sont vos propositions? Comment vous formulez les choses? Est-ce que vous restez toujours sur ce qui était avant? Et comment on formule d'autres choses au regard des résolutions qui ont été adoptées par les élus? Et le résultat de ces différentes rencontres va être synthétisé comme
la première phase et nous allons transmettre ces résultats aux élus puisque le process devrait se terminer dans 1 an par une consultation populaire. Donc là, le rôle du CESEM, c'est de la mobilisation citoyenne et d'aider à la décision en portant la voix de ceux qui ne peuvent pas s'exprimer tous les jours, de ceux des citoyens, auprès des décideurs. Et donc très rapidement, lorsque l'on voit l'engouement justement pour cette Lacou citoyen au mois de septembre, est-ce que ça ne vaudrait peut-être pas le coup d'avoir une démocratie plus participative et d'interroger les Martiniquais et les Martiniquaises plus souvent sur plus de sujets? Oui, de toute façon, c'est un des souhaits de la population. Et puis, rassurez-vous, après Lacou citoyen autour de l'évolution institutionnelle, nous pensons sérieusement à maintenir le Lacou citoyen pour continuer cette consultation, cet échange avec la population dans un esprit de démocratie participative et afin, comme ils l'ont dit, de pouvoir vivre ensemble et de pouvoir surtout vivre. Eh bien, merci beaucoup, Éric Bellemare, d'être venu nous présenter les résultats de cette Lacou citoyen qui s'est tenue au mois de septembre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Prenons à présent la direction du collège du Vauclin. Enseignants et parents sont mobilisés contre la suppression de 2 classes dans l'établissement situé en REP+. Ils étaient une trentaine ce matin devant le collège afin de dénoncer les conditions d'apprentissage. Dorian Cayuela. Ce matin au Vauclin, pas question d'étudier. Professeurs et parents d'élèves se mobilisent contre la fermeture de 2 classes. Dans un contexte scolaire déjà difficile, ils dénoncent des conditions devenues compliquées. Je suis là pour soutenir les enseignants qui luttent aujourd'hui afin de pouvoir proposer et offrir à nos enfants de meilleures conditions de travail. Effectivement, si on regarde le nombre d'élèves par classe, ça peut paraître léger, sauf que ici nous sommes dans l'établissement REP+, et beaucoup d'élèves dans ces classes ont des spécificités, ont des besoins particuliers. Et aujourd'hui, les professeurs en arrivent à ne pas pouvoir assurer le soutien que nécessitent nos enfants par manque de moyens. Le manque de moyens se fait cruellement sentir chez les enseignants qui, d'après eux, impactent directement les conditions d'apprentissage. Classes surchargées, baisse de la qualité de l'encadrement, un climat tendu qui, sans surprise, pèse sur le bon déroulement des cours. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'agitation, un manque de concentration. Ma fille, qui pourtant est une bonne élève, se plaint du bruit de sa classe à cause du nombre important d'élèves. Les professeurs font ce qu'ils peuvent pour aider les élèves, pour amener le retour au calme. Mais malheureusement, à 25 par classe en REP+, ça devient extrêmement difficile. Cependant, elle est très fatiguée le soir à cause du bruit dans la classe, du manque de concentration, de l'agitation. Et 18-19 élèves par classe permettraient un retour au calme immédiat. Dans ce collège classé REP+, les conditions ne permettent pas un encadrement optimal des élèves, d'après le corps enseignant. Une situation préoccupante, d'autant plus que les enseignants déplorent l'absence de réponse concrète de la part du rectorat. Alors nous avons des classes qui sont chargées, mais chargées non seulement en termes d'effectifs, mais aussi surtout en termes de profil d'élèves à besoins éducatifs particuliers. Alerter les services du rectorat sur notre situation suite à la DGH, la présentation de la dotation globale horaire, en avril 2025. Nous n'avons pas eu de réponse. En juin, ayant crainte que cette rentrée soit plus difficile que prévu déjà par rapport à ces fermetures, nous avons fait une relance qui est restée sans réponse. Une situation préoccupante, d'autant plus qu'il déplore des réponses concrètes de la part du rectorat. Malgré la suppression d'une classe de 6e et d'une classe de 3e, la direction du collège sollicité n'a pas souhaité s'exprimer. Place au sport avec les résultats du week-end. En football, le club colonial est leader de la régionale 1 après son succès face à l'Aiglon. En basket masculin, le champion en titre, le Golden Star, imprime déjà son rythme. Et puis retour également sur les championnats de handball et volleyball. Les précisions de Karil Chassol, Marc Michel et Yvan Lemar. En football, la 4e journée du championnat de régional 1 a vu le leader, le club colonial, s'imposer face à l'Aiglon, 2-1. Victoire également du club franciscain, de la Samaritaine, du RC Saint-Joseph et du club péléen. A noter que les rencontres Golden Lion, Golden Star et US Robert AS Mondes ont été reportées à une date ultérieure. Au classement, les clubistes sont leaders avec 1 point d'avance sur franciscain et péléen. Le RC Saint-Joseph et la Samaritaine suivent. En bas de tableau, on retrouve l'US Robert, l'Aiglon et la Lanterne Rouge, l'Espoir de Sainte-Luce.
En handball, on jouait la deuxième journée du championnat de pré-national. Chez les hommes, match nul entre l'Espoir de Floréal et le FR Roche-Carré, ainsi qu'entre l'UJ Redoute et le Phénix franciscain. Victoire du Club Sport et de l'USC Citron. Chez les femmes, l'UJ Redoute, l'Arsenal, l'Entente Meg et le Réveil Sportif se sont imposés. À noter qu'une rencontre au masculin et une au féminin ont également été reportées. En basket, la troisième journée du championnat de pré-national s'est disputée ce week-end. Chez les hommes, le champion en titre imprime son rythme. Le Golden Star a disposé de l'AS Black Star. L'USAC, le Rebond Piloutin et le Golden Lions se sont également imposés. Au classement, le Golden Star est déjà leader devant le Rebond Piloutin, le Madin Grey et l'USAC. Chez les femmes, le Golden Star, la Gauloise, l'ASC Aigle Noir, le 24 et le Madin Grey ont remporté leur match. Au classement, Gros-Mornaise, Foyalaise et Saléenne sont co-leaders devant le 24 et Madin Grey. En volleyball féminin, dans la poule B, la deuxième journée du championnat a vu les victoires de l'Entente FEP Montésie-Éclair, du RC Arlésien et de l'Espoir. Chez les hommes, la troisième journée du championnat a été marquée par les succès du Rayon, du Good Luck et du MUC, qui a créé la surprise en battant l'Espoir. Elle a décroché l'écharpe nationale. Erika Mondésir est devenue modèle photo France 2026 ce week-end dans le 94. Nous étions allés à la rencontre de la Martiniquaise il y a quelques semaines et vous avions proposé son portrait avant son départ pour l'Hexagone. Un sujet à retrouver sur notre chaîne YouTube dans votre journal du 27 août. Comme chaque soir, on regarde ensemble le calendrier de l'EFS. Demain, vous pourrez donner votre sang devant le supermarché Carrefour Market au bourg du Gros-Morne de 8h à 13h. Autre possibilité, la Maison du Don, immeuble Le Fils, quartier Dillon à Fort-de-France de 11h30 à 17h30. Avant de se quitter, je vous rappelle la principale information de ce lundi. La Caisse générale de sécurité sociale est placée sous administration provisoire. Jean-Luc Izard a été nommé par le ministère du Travail pour remettre de l'ordre au sein de la structure. Une mission prévue sur 4 mois. Ça y est, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. L'actualité continue sur nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. À suivre votre rendez-vous du lundi soir, c'est à nous. Quant à moi, je vous retrouve demain, même heure. Passez une excellente soirée sur ATV.